Pour ce numéro d'Info Hebdo l'Estival, une visite guidée de Reichshoffen, les balades musicales et tout de suite, une délégation de hauts fonctionnaires étrangers à Niederbronn. Dans le cadre de l'année de l'Algérie, la région Alsace accueille une délégation de hauts fonctionnaires étrangers. Ils font étape à Niederbronn pour une journée. Au programme, conférence dans la salle Millennium du Casino sur le thème « Les particularités d'une petite station thermale française ». Après la visite de la salle des jeux du Casino et un déjeuner dans le dancing, place à la visite de la ville et de la maison de l'archéologie. 120 personnes font partie du groupe. La délégation étrangère est accompagnée d'étudiants en DUST collectivité territoriale. Pascal Prévost sert de guide pour la maison de l'archéologie. Parmi ces hauts fonctionnaires, des préfets, des ministres adjoints, des cadres de ministères, des enseignants-chercheurs, des présidents d'assemblées populaires communales, des chefs de cabinet de ministres. L'Algérie, l'Égypte, la Syrie, la Tunisie, le Maroc, le Yémen, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et le Soudan étaient représentés. Nous sommes ici donc au château de Dietrich de Reichshoffen. C'est le château des barons de Dietrich. Nous avons précédemment visité l'usine de Reichshoffen pour voir la production ferroviaire d'EDF, puisque c'est à Reichshoffen que se construisent les TER et les remorques d'extrémité des TGV réseau. Le groupe que nous avons ici à piloter, c'est un groupe que l'Office de tourisme a constitué pour faire voir les petites particularités de la région aux curistes ou aux gens en villégiature à Niederbronn. Nous allons faire les mouvements lapidaires pour ne pas faire les grands lieux historiques de Reichshoffen, donc ni l'église ni le musée. Nous leur montrerons plutôt les petits détails, par exemple les clés de voûte, les inscriptions sur des poutres corniers qu'on peut voir et que quelquefois le touriste en passant trop vite ne remarque pas. Parmi les étapes, il y a la synagogue qui est un monument donc remarquable de Reichshoffen. Or, ce monument, nous ne pouvons pas y accéder souvent puisque donc, il appartient encore à une communauté israélite. Et aujourd'hui, nous allons voir l'intérieur de cette synagogue avec donc, tout l'équipement qui est resté. Puis nous passerons voir l'Altkirche qui est là l'église primitive de Reichshoffen et nous finirons avec Wolfarshofen. Pour sa troisième édition, le spectacle Les Balades Enchantées de Niederbronn-les-Bains change de visage. Pendant 3 jours, les spectateurs sont venus profiter de la demi-heure de show au parc du golf sur piste. En voici quelques extraits. Le clou du spectacle cette année, un funambule qui effectue plusieurs allers-retours au-dessus du vide. Tout de suite, Mac 3V, qui vous est présenté par Alstom DDF. Alstom DDF, l'usine à innover qui fait rimer voyager avec qualité.
Mac 3V vous présente cette quinzaine les boulistes de Gumbrechtshofen, suivis des 500 ans de l'actuelle église protestante d'Oberbronn. Donc club bouliste de Gumbrechtshofen, créé en 1976 par le gérant du restaurant au Tilleul. Compte actuellement 47 membres, dont 11 féminines et malheureusement une seule jeune, une féminine junior. Aujourd'hui, ce soir, le CBG organise un concours régional. Actuellement, on est une soixantaine d'équipes d'inscrites. C'est un tournoi qui s'inscrit dans le cadre des manifestations d'été. Ce n'est pas un concours de secteur. Le secteur, ils jouent pour les points et là, ils jouent pour leur plaisir. Voilà. Qui n'a pas pratiqué la pétanque une fois pendant les vacances, tout le monde a une fois joué aux boules. Justement, nous on pratique ça en tant que sport, ici dans le secteur nord. Donc on se classe actuellement 7e du secteur nord sur 22 clubs, ce qui n'est pas trop mal. Le championnat démarre mi-mars jusqu'à fin septembre avec une petite trêve courant du mois d'août. C'est ouvertement licencié FFPJP puisqu'un arbitre officiel et c'est régi par les lois de la FFPJP. Le règlement, c'est un règlement régi par la FFPJP, donc le bouchon, le jet du but, c'est entre 6 et 10 mètres. Et après, les joueurs joueront tirés, pointés. Il y a un graphique qui est fait à la table de marque et ça se passe en poules. Et après les poules, le concours se divise en 2 parties. Les gagnants resteront en principale et les perdants en consolante. Et à fur et à mesure qu'ils avanceront, ils toucheront une quote-part des mises, puisque les mises sont redistribuées avec un apport de 25% du club. Et ça peut aller jusqu'à 100 € pour le gagnant. Voilà. Et le concours se déroule en doublette. Quand on joue à 2, donc en doublette, donc il y a un pointeur et un tireur. En triplette, il y a un pointeur, un tireur et le milieu. Le milieu a un poste très difficile parce qu'il faut qu'il sache pointer au bon moment sur n'importe quel terrain et tirer. C'est le poste le plus délicat dans une triplette. Chaque partie commence par le jet de la pièce. L'équipe qui a la pièce, ils ont le droit de jeter le but. L'intérêt d'avoir la pièce, c'est pour le tireur. Si le tireur il est bon sur 8 mètres, il va essayer de jeter le but à 8 mètres. Pour que le tireur il touche les boules si l'équipe adverse met un bon point. Voilà, c'est tout l'intérêt d'avoir la pièce. Ou bien choisir le terrain si c'est un terrain difficile, caillouteux ou en lice, et aussi pour le pointeur. L'arbitrage, il est là, essentiellement là pour mesurer des points litigieux, c'est-à-dire si les 2 parties ne tombent pas d'accord sur la mesure du point, l'arbitre viendra et il aura une réglette ou un compas. Des fois, ça se mesure au compas, et puis il dira c'est 7 boules ou 7 boules qui a le point. Et après, la partie continue. Et c'est toujours l'arbitre qui a raison, comme au foot, quoi. Mais bon, on n'a pas le droit d'avoir des boules truquées, tronquées, ça veut dire... il faut que sur les boules, il y a toutes les marques, les stries, les numéros de la boule, le poids de la boule, tout ça, il faut que ce soit dessus. Sinon l'arbitre peut intervenir et peut dire aux joueurs de changer les boules. Voilà. La surface, on peut jouer sur toutes les surfaces. On peut jouer sur du gravillon, on peut jouer sur... J'ai déjà vu jouer sur des terrains de parking, du macadam, partout du sable. Tout terrain est bon. Pendant la période hivernale, on se retrouve des fois à Schweighouse ou sur Strasbourg, parce qu'effectivement dans la région il n'y a pas de structure qui nous permet de jouer sereinement l'hiver sur un terrain couvert et chauffé. C'est un peu ce qui manque dans la région. Plus on monte, il faut savoir que la pétanque ça joue pour de l'argent, donc il joue pour des gains. Donc plus on monte, plus on sort, plus on avance dans le tableau, on ira des 16e, 8e, quart, demi, principal. Et là, les gains augmentent à fur et à mesure qu'on monte dans le tableau. Voilà. Et que c'est un sport pré-olympique, donc on espère que la pétanque entrera un jour dans le giron d'olympique, niveau olympique. Pour les nouveaux joueurs, donc, ils sont pris en main, on les intègre dans différentes équipes pour voir leur niveau de jeu déjà au départ. Et puis par la suite, on rentre les compétitions.
d'abord faire un petit entraînement pour voir un peu le niveau. Et après la compétition, qui est tout à fait autre chose. Il y a le stress, il y a les nerfs, le système de jeu, ainsi de suite, quoi. Les exercices, lors de l'entraînement, on fait des exercices de tir où il s'agit de faire des rafles ou tirer au fer. Et également des exercices pour le pointage, où il s'agit d'être adroit, quoi, de pointer sur un point précis. Il y en a effectivement qui font que pointer. Et occasionnellement ils tirent, mais ils font que pointer. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas adroits, pas doués pour le tir. Il y a un classement des joueurs qui est fait au niveau des... Donc les joueurs qui jouent les demi-finales, les quarts de finale ou les finales reçoivent des points individuels. Et en fonction, à la fin de l'année, en fonction de leurs points, le comité départemental prend un pourcentage et classera les joueurs soit en honneur, donc ça veut dire un peu l'élite, et soit en promotionnel, ça veut dire les gens qui jouent plus ou moins pour leur plaisir. Le doyen du club actuellement 73 ans et la plus jeune 15 ans. Donc on est actuellement à la recherche de quelques jeunes qui seraient éventuellement intéressés pour progresser, s'initier à la pétanque. Les entraînements se déroulent donc les mardis soirs durant la période estivale et les vendredis soirs à partir de 20 h, ici à Goum-Reichshoffen, devant le stade municipal. Alors ici, on se trouve dans le cœur de l'église d'Oberbronn, dont on a fêté le 500e anniversaire de sa construction le 10 août 2003. Avant 1940, pendant 250 ans, cette église était régie par le simultanéum, c'est-à-dire elle appartenait aux deux paroisses qui alternativement organisaient les cultes dans cette église. Et à partir de 1690, en remontant le temps, eh bien, cette église était foncièrement protestante à partir du moment où le seigneur de l'époque, en 1554, a introduit la réforme. On connaît la date de 1503, que nous considérons aujourd'hui comme la construction effective de l'Église. Alors c'était une Église catholique, jusqu'à l'introduction de la réforme. Alors, en 1503, Oberbronn faisait partie de la seigneurie de Zweibrücken-Bitsch. Et c'est le seigneur de Zweibrücken-Bitsch, qui s'appelait Reinhard Ier, qui s'est intéressé beaucoup à la construction d'églises. Et non seulement il a rénové ou ajouté le chœur de cette église, mais il a également construit une église à 3 nefs au Liebfrauenberg. Et ces édifices, il les dédiait à la Vierge Marie. Alors, cette église, elle est dédiée à la Vierge Marie. On a d'ailleurs un écusson dans la croisée d'ogive du chœur, mais elle est également dédiée à Saint-Étienne. Donc, comme M. Serfas avait indiqué tout à l'heure, les deux écussons de Marie et d'Étienne, l'église, outre le fait d'être dédiée à Marie, était aussi dédiée à Saint-Étienne. Ce qui explique le vitrail que nous avons ici, qui représente Saint-Étienne lors de son arrestation par le Sanhédrin et où il fut jugé avant d'être lapidé. La loge des seigneurs a été, c'est évident, elle a été ajoutée
au même moment où on a construit le chœur, parce que c'est presque impossible de faire une construction à part. Cette loge de Seigneur a quelque chose de très particulier, c'est qu'elle a deux fenêtres qui donnent une vision sur l'intérieur du chœur et qui ne communiquent peut-être pas du tout avec la nef où se réunissait l'assemblée des fidèles. Donc cela reflète une façon de voir et de vivre des seigneurs qui se mettaient vraiment à l'écart de la foule. Je ne sais pas, est-ce que c'est une disposition de protection ou une prétention de rang social? Déjà en 1604, on a commencé par enterrer ici la fille d'un seigneur. Il s'agissait à l'époque des seigneurs de Leiningen-Westerburg. En 1622, c'est le père de la jeune fille qui a été enterré ici. Au total, on connaît le nom de 8 membres de familles seigneuriales qui ont été enterrés à l'église. La famille Leiningen-Westerburg a été enterrée dans le chœur. Il y a 4 membres de cette famille qui ont été enterrés ici. Et ils ont été enterrés et il y a eu des monuments mortuaires qui ont été installés, on suppose, dans le chœur, soit des plaques avec des inscriptions et des reliefs par terre horizontalement, soit alors verticalement le long des murs. On n'en sait rien. On n'en sait rien parce que toutes ces choses-là, figurez-vous, ont été sorties de l'Église au moment de la Révolution, par prescription du gouvernement révolutionnaire. Tout ce qui rappelait l'Ancien Régime, que ce soit dans les églises ou ailleurs, devait disparaître. Voilà, il ne reste plus rien qu'une plaque ici à gauche de l'autel. Alors cet autel a été construit en 1690 et a été mis à la disposition de la communauté protestante parce qu'à partir de 1690, par l'introduction du simultanéum, le chœur était réservé à l'unique communauté catholique. Et alors, la communauté protestante, quand elle officiait durant les cultes, elle plaçait donc cet autel ici, devant le chœur. Et quand le culte était terminé, cet autel était mis de côté. Ici, nous sommes donc dans la nef qui a les dimensions initiales en ce qui concerne la longueur et la largeur. Mais par contre, la hauteur de la nef et l'agencement intérieur est complètement différent de ce qu'on a connu dès le départ. Il y a eu au XVIIIe siècle une élévation du plafond de la nef. On voit ici les fenêtres. Bon, ça c'était, on peut supposer que c'était les dimensions des fenêtres initiales. Mais en haut, vous avez un œil de bœuf sur, alors 1, 2, 3, 4, ce qui matérialise un peu l'élévation qui a été faite au XVIIIe siècle. Et ici, vous voyez, on a réutilisé donc les matériaux de cette galerie, et en particulier les piliers que vous voyez qui sont surélevés sur un socle en pierre. Parce que les piliers en bois donnaient la hauteur initiale des galeries.